Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre I. Procureur général à Toulouse. Le 12 septembre 1994, au cours de l'après-midi, a lieu l'audience solennelle d'installation à mon nouveau poste de procureur général près la cour d'appel de Toulouse. J'arrive d'Agen, où j'ai exercé les mêmes fonctions pendant 5 années. La cérémonie traditionnelle se déroule avec la pompe habituelle, dans la grande chambre de l'ancien Parlement de Toulouse, achevée en 1492 sous le règne de Charles VIII. Elle est située au rez-de-chaussée du palais. Les invités y pénètrent directement, depuis le hall d'entrée donnant sur la cour d'honneur. Ils ne manquent pas d'être surpris par le décor de la fin du XIXe siècle et par la présence d'une chapelle, avec autel, crucifix et tableaux représentant le baptême du Christ, face au siège capitonné de velours grenat de la cour. Pendant que les personnalités civiles, militaires et religieuses invitées s'installent aux places qui leur sont réservées, dans le brouhaha des conversations, je me recueille dans le calme de mon cabinet du premier étage et relis une dernière fois le texte du discours que je vais prononcer dans quelques instants. Je suis ému bien sûr. Comment ne le serait-on pas au seuil d'une nouvelle étape de sa vie professionnelle, qui en constitue sans doute le couronnement. Placé à la tête du ministère public d'une des plus grandes et plus prestigieuses cours d'appel de France, je sais aussi que de lourdes responsabilités m'attendent désormais et que je devrai y faire face jour après jour et en toutes circonstances. Mais je crois que mon expérience professionnelle, ma connaissance du milieu judiciaire et ma réflexion approfondie sur le métier de magistrat, son passé, son évolution rapide et ses perspectives d'avenir, constituent des atouts pour réussir dans ma nouvelle mission. Je suis à 1000 lieues de me douter que la fonction qui m'est confiée en ce jour, certes exposée, me vaudra d'être emportée 9 ans plus tard dans une tourmente politico-médiatique autant que judiciaire, la dérive de l'affaire Allègre. Tout en revêtant la robe rouge, bordée d'hermine, sur laquelle brillent mes décorations, la ceinture de soie noire, les gants de peau blanche et la toque de velours noir aux 2 galons d'or, costume d'audience hérité directement de celui de nos anciens rois, je pense à ma famille. Seule mon épouse sera présente, mes 2 enfants sont au collège. Mon père est mort d'une crise cardiaque voici 7 ans DE accent aigu J à accent circonflexe. Ma mère, habitant Paris et trop âgée, n'a pu venir à Toulouse. Mon frère et ma sœur sont retenus par leur travail dans la région parisienne. Comme ils doivent être fiers de cet honneur qui m'est fait. Et comme mes grands-parents le seraient plus encore, s'ils avaient vécu jusque-là. Je ne suis pas en effet ce que dans l'armée on appelle un fils d'archevêque, et si je peux être fier d'avoir fait une belle carrière, celle-ci ne doit rien à la faveur, à la richesse ou au réseau politique ou idéologique. Mes arrière-grands-parents paternels ont opté pour la France en 1871 et ont dû quitter leur Alsace natale pour s'installer à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, où ils vécurent difficilement et moururent jeunes, laissant plusieurs orphelins. Mon grand-père paternel, Quirin Wolf, fut recueilli dans un orphelinat protestant, puis dans une maison d'apprentis de la même confession et exerça toute sa vie le métier de cartonnier, gravissant un à un les échelons d'apprenti à directeur. La guerre de 1914 à 1918 a interrompu cette vie de travail. Incorporé comme simple artilleur au début du conflit, il fut libéré après la victoire, avec le grade de lieutenant, après avoir été 2 fois blessé. Marié avec une jeune fille également d'origine alsacienne, rencontrée dans la paroisse luthérienne de Bon Secours, il en eut 3 fils. Mon père, Georges, était le second. À l'époque, il n'y avait pas d'allocation familiale et c'est donc sans autre aide que les bourses de la République que mes grands-parents ont élevé leurs 3 enfants et sont parvenus, à force de sacrifices, à leur payer des études supérieures. Mes 2 oncles sont devenus ingénieurs. Mon père est entré à Saint-Cyr, promotion Gallieni, et en est ressorti officier d'infanterie coloniale. Mes grands-parents maternels, également alsaciens, avaient émigré à Paris au début du XXe siècle. Ma grand-mère avait été placée chez de grands bourgeois protestants, et mon grand-père, orphelin très jeune lui aussi, l'avait rejointe après son service militaire dans l'armée impériale allemande pour l'épouser. Il était charcutier, mais ce métier ne lui plaisant pas, il profita d'un petit héritage pour apprendre à Paris le métier d'ébéniste, qu'il exerça jusqu'à un âge avancé. En 1914, quoiqu'officiellement de nationalité allemande, il s'engagea dans l'armée française. Mais fait prisonnier à la bataille de la Marne,
Il dut emprunter l'identité d'un camarade mort pour échapper aux représailles de l'ennemi. Dénoncé cependant quelques mois plus tard, il comparut devant un conseil de guerre et fut condamné à mort comme traître et déserteur. Sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité, il termina la guerre dans un bagne en Prusse orientale. Toute sa vie il en eut des cauchemars. Ils avaient eu 2 filles avant cette guerre, l'apostrophe aînée étant morte d'une méningite à l'âge de 8 ans, la seconde, Élisabeth Germaine, née après ce drame, est ma mère. Élevée dans le petit monde des ébénistes du faubourg, après avoir obtenu le brevet élémentaire, elle a travaillé quelques années comme secrétaire chez un marchand de bois du quartier. Enfant, mes parents ont fréquenté les mêmes bancs de l'église luthérienne de Bon Secours, dans le quartier Saint-Antoine. Ils se sont plus et se sont mariés en octobre 1933, dans cette même église. Mon père venait de participer à la pacification de la Mauritanie, comme chef de poste dans le désert, luttant avec ses méharistes contre les dernières razzias. Mission exaltante pour un jeune officier de cette époque, à l'apogée de l'Empire français. Avec sa jeune épouse, il partit ensuite pour l'Indochine, joyau de cet empire colonial, à 1 mois de navigation de Marseille, à bord du paquebot Félix Roussel de la Compagnie des Messageries Maritimes. Leur séjour à Saïgon dura 2 ans et fut enchanteur, en dépit du climat difficile et de l'éloignement. Un jeune lieutenant sans fortune avait là-bas villa, boy et cuisinière, voiture. Le couple s'est fait quelques amis dans le milieu militaire et la paroisse protestante. L'un de leurs meilleurs souvenirs fut une excursion au Cambodge, jusqu'aux ruines d'Angkor, en voiture avec des amis. Enfant, j'admirais les photos rapportées de ce voyage et elles me faisaient rêver. Par la suite, mes parents séjournèrent à Dakar, où mon père était officier d'ordonnance du gouverneur général de l'Afrique occidentale française. C'est là que je suis né le 10 août 1938, à l'hôpital militaire. À la déclaration de guerre 1 an plus tard, mon père obtenait le commandement d'une compagnie du 6e régiment de tirailleurs sénégalais et prenait la route du Maroc. Ma mère et moi regagnions alors la France par mer, dans un convoi escorté et sous la menace constante des sous-marins allemands à l'affût. Je n'ai finalement pas beaucoup connu mon père, car depuis cette séparation il n'a pas cessé de hanter les différents théâtres d'opération où se trouvait engagée l'armée française. Débarquement de Provence et campagne avec la première armée française du général de Lattre de Tassigny jusqu'à la libération de Mulhouse et le franchissement du Rhin, pacification de Madagascar, 2 nouveaux séjours en Indochine en guerre, puis également 2 séjours au Sahara pendant la guerre des apostrophes. Algérie, successivement sur les frontières tunisiennes et marocaines, où il commandait un régiment et exerçait les fonctions de sous-préfet. Son dernier séjour outre-mer eut lieu au titre de la coopération, dans la République du Congo-Brazzaville fraîchement indépendant. Colonel d'infanterie de marine, il y commandait les troupes françaises et conseillait les cadres de la jeune armée congolaise. Les émeutes qui devaient entraîner la chute du président de la République, le fameux abbé Fulbert Youlou, mirent fin à la carrière de mon père et lui coûtèrent les étoiles de général. En effet, M. Focard, conseiller chargé des affaires africaines à l'Élysée, lui demandait téléphoniquement de faire intervenir ses troupes contre les émeutiers. Sachant que cela provoquerait des morts dans la foule, mon père déconseillait cette intervention, puis devant l'insistance de son interlocuteur, demanda un ordre écrit qui naturellement ne vint jamais. Dans l'épreuve, la pusillanimité des politiciens ne manque jamais de poindre. Ils évitent en général de prendre leurs responsabilités, préférant abandonner les serviteurs de l'État dans la tempête dès la première vague. Je devais en faire plus tard à mon tour l'amère l'expérience. Il est l'heure, je suis prêt, et il me faut maintenant descendre à l'audience. Je suis grave mais heureux. Un président de chambre et un substitut général viennent me chercher dans la somptueuse salle des délibérés du XVIIe siècle, dite Salon doré, où je les attends et m'introduisent dans la grande chambre où la cour d'appel siège en grand arroi sur la haute estrade et m'accueille selon un rite immémorial. La salle est comble, tous les luminaires sont éclairés et mettent en valeur le décor grenat des murs, orné des armes de Languedoc et de grandes lettres K en or, ainsi que les 187 caissons peints du plafond. Sur la droite en entrant, ouvrent au midi 5 grandes fenêtres aux vitraux losangés bleus et jaunes, encadrés de lourds rideaux pourpres. Sur la gauche se dresse l'obélisque de marbre blanc offert par le barreau en 1775, à la gloire de Louis XVI, pour le remercier d'avoir rétabli les parlements.
Moi qui suis passionné d'histoire, je sens le poids de celle-ci, d'autant plus que l'on va commémorer officiellement dans quelques jours le 550e anniversaire de la création du Parlement de Toulouse. Ici même les rois François Ier et Charles IX ont tenu des lits de justice. Dans cette salle mon lointain prédécesseur a requis en vain, pendant plusieurs années, l'enregistrement de l'édit de Nantes. C'est là aussi que le duc Henri de Montmorency, gouverneur du Languedoc, a été jugé et condamné à mort par un parlement présidé en personne par le garde des Sceaux. Là encore que le tribunal révolutionnaire a envoyé à la guillotine 30 hommes et une femme en 3 mois, et que la justice au quotidien a été rendue sans interruption jusqu'à nos jours. Le premier président Raymond Exertier, que je connais depuis notre scolarité au Centre national d'études judiciaires, devenu l'École nationale de la magistrature, m'accueille et se réjouit publiquement de mon arrivée à Toulouse et de notre future collaboration à la tête de la Cour d'appel, qu'il nous reviendra de gérer ensemble. Avec humour, il rappelle les arrêts Wolf-Exertier, rendus par le Conseil d'État en 1984, qui avait reconnu le fait syndical dans la magistrature judiciaire, réunissant ainsi pour la première fois nos 2 noms. À mon tour, dans un discours que j'ai voulu sobre, mais clair, je dis ma volonté de lutter contre la criminalité sans faiblesse, ni passe-droit, dans le respect des grands principes de notre législation et mon souhait d'être assisté dans cette mission par un ministère public sans état d'âme, soudé, actif, à l'écoute de nos concitoyens, ferme et efficace. La cérémonie dure 1 heure. L'audience une fois levée, le premier président et moi recevons les salutations de nos invités dans la galerie, avant de les retrouver au premier étage pour le vin d'honneur servi dans la salle Minerve. Il y a là mon prédécesseur immédiat, M. Lucien Ramplon, le préfet de région Alain Bidou, le député-maire Dominique Baudis, le président du Conseil général Pierre Izard, des parlementaires, le général Godineau commandant la 11e division parachutiste, le recteur, les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance du ressort, les présidents des tribunaux de commerce et des conseils de prud'homme, ainsi que ensemble des représentants des universités, du barreau, du notariat, des huissiers, de la police, de la gendarmerie, des experts, ainsi que des cultes. 9 ans plus tard, dans cette même salle, je ferai mes adieux à mes collègues et collaborateurs, dans un palais assiégé par les journalistes en folie. Ceux-ci parviendront à prendre des photos et à filmer la cérémonie de loin, à la volée, par les fenêtres, juchées sur des escaliers extérieurs. Ils n'ont pas eu l'occasion cependant de me voir accablé en cette circonstance, mais à côté de ma femme, la coupe de champagne à la main, le sourire aux lèvres, devisant calmement avec mes invités qui venaient de me combler de témoignages d'estime et d'amitié. Chapitre 2. Le substitut Marc Bourraguet. Dans les semaines qui suivent, je rends visite aux 6 parquets qui sont placés sous mon autorité, Toulouse, Montauban, Albi, Castres, Foix et Saint-Gaudens. Je commence évidemment par le plus important d'entre eux, celui de Toulouse. Le procureur de la République en poste à l'époque, M. Francis Fréched, me reçoit et me guide dans les dédales du tribunal de grande instance, après m'avoir fait un rapide résumé de la situation, de ses activités et de sa politique pénale. C'est un homme grand, mince, cheveux grisonnants, la cinquantaine distinguée qui s'exprime avec clarté dans une langue châtiée. Il connaît bien son parquet, les magistrats qui le composent, ainsi que le ressort territorial qui relève de sa compétence, l'un des plus peuplés et sans aucun doute celui qui bat tous les records de criminalité. Il me présente tour à tour ses divers collaborateurs, et j'ai un bref entretien avec chacun d'eux. Ces hommes et ces femmes sont très divers, mais dans l'ensemble de bons professionnels, compétents et dévoués, surchargés aussi, avec le courrier quotidien à traiter, les dossiers d'instruction à régler, les nombreuses audiences à assurer, les permanences de semaine et de week-end, les transports sur les lieux de crime, les contrôles de garde à vue dans les locaux de police ou de gendarmerie, sans oublier les nombreuses commissions et réunions où ils doivent représenter le procureur. Les monceaux de dossiers accumulés dans leurs bureaux respectifs en témoignent. Mais je note que nombre d'entre eux sont depuis bien longtemps en poste à Toulouse, ce qui traduit un certain immobilisme et risque d'entraîner routine et sclérose. Ce n'est pas encore le cas de Marc Bourraguet, le substitut de la section économique et financière. Cependant, avant d'entrer dans la magistrature, il avait été fonctionnaire des impôts dans cette même ville. Je le découvre comme les autres. Approchant la quarantaine, c'est un homme massif, le crâne rasé,
dont les yeux d'un bleu très pâle vous observent attentivement au travers de ses verres de lunettes. Il parle calmement, sûr de lui, d'une voix douce, presque inaudible. Une forte personnalité sans aucun doute, qui soulève l'intérêt mais n'inspire pas la sympathie de prime abord. Il est réputé pour sa rigueur, sa puissance de travail, son habileté manœuvrière et ses connaissances très pointues en droit commercial et financier. Le procureur me confirme que M. Bourraguet est la cheville ouvrière de cette section, qu'il anime avec bonheur, et qu'il est aussi très présent au tribunal de commerce de Toulouse où il tient le siège du ministère public. Par la suite, je devais me rendre compte que M. Bourraguet se trouvait au centre de conflits internes au parquet et au tribunal, qui rejaillissaient même au dehors. Soutenu fermement par une partie de ses collègues, il était honni par une autre, des clans se formant ainsi autour de lui et contre lui. Je n'ai pas eu le sentiment que cela le gênait vraiment beaucoup. En tout cas, sûr de son bon droit, il ne semblait rien faire pour apaiser ce climat délétère. Le connaissant mieux à la longue, je compris les raisons de ses réactions à son égard. En effet, M. Bourraguet n'est pas vraiment du sérail. Ancien fonctionnaire des impôts, il a été intégré au corps des magistrats en 1986. Après un bref séjour à Rodez, en qualité de juge d'instruction, il est revenu à Toulouse comme substitut en avril 1989. Il n'a pas le style de la maison, et il a conservé ses relations, ses activités, ses habitudes, ses façons de faire et son mode de vie antérieur. Actif, combatif même, il s'intéresse de près aux affaires, noue des relations privilégiées avec certains enquêteurs, les dirige avec minutie et adresse, fixe des objectifs, monte des stratégies. Bref, il n'hésite pas à se mouiller et à prendre des risques. Par ailleurs, il a des activités sociales, qui le conduisent à intervenir dans le milieu associatif et à fréquenter toutes sortes de gens, certains parfaitement honorables, mais d'autres en difficulté ou plus ou moins marginalisés. Bref, Marc Bourraguet est un magistrat atypique et parfois imprudent, ce qui suscite des interprétations défavorables de la part de certains et permet aux rumeurs de s'alimenter et de se développer sur son compte. Surtout dans l'exercice de ses fonctions, il s'est fait des ennemis, dont certains redoutables, tant en ville qu'au tribunal de commerce et au tribunal de grande instance. Car il est courageux et n'hésite pas à contrarier de puissants intérêts, à s'attaquer à des réseaux affairistes ou à poursuivre des personnalités locales ou régionales en délicatesse avec la loi, avocat de renom, commissaire aux comptes, ancien président et président en exercice du tribunal de commerce de Toulouse et surtout les membres de la toute-puissante famille Bellet, propriétaire de la Dépêche du Midi. C'est notamment à propos de l'affaire Bellet qu'il entra en conflit avec le juge d'instruction Laurent Nion, chargé du dossier, pourtant jusque-là de ses amis. Rapidement ce différend fit tache d'huile et prit des proportions importantes. Des accusations de malversation et de corruption se répandirent, visant M. Bourraguet. Certains magistrats de la cour d'appel vinrent même un jour m'en parler confidentiellement, sans pouvoir cependant me fournir le moindre élément concret de nature à permettre des vérifications utiles. Pour tenter d'y voir clair et afin de mettre un terme à cette véritable guerre intestine, le premier président Exertier et moi décidâmes d'un commun accord de demander au ministre de la Justice l'envoi à Toulouse de l'inspection des services judiciaires. Ce qui fut fait. 3 à 5 inspecteurs travaillèrent sur place pendant plusieurs semaines, multipliant les auditions et les vérifications. Les dossiers dont s'occupait M. Bourraguet furent examinés, ses relevés de comptes bancaires et la consistance de son patrimoine épluché, ses dépenses personnelles contrôlées, ses détracteurs longuement entendus, ainsi que ses collaborateurs proches ou lointains et ses relations connues. Rien n'y fit. Au terme de leur enquête, les inspecteurs me firent part oralement de leurs conclusions. Rien ne permettait de mettre en cause l'honnêteté et le professionnalisme de Marc Bourraguet, auquel il ne pouvait être reproché que quelques imprudences mineures. Enfin, les bruits courants à son sujet semblaient provenir essentiellement du tribunal de commerce et avoir été relayés par certains magistrats du tribunal de grande instance. Je maintenais donc ma confiance à ce collègue, tout en l'invitant à se montrer plus circonspect dans le choix de ses amis et relations, et lui conseillant de changer d'air à l'occasion d'un futur avancement. Avec l'accord de Michel Bréard, nouveau procureur de la République de Toulouse, son supérieur immédiat, je le proposai l'année suivante pour une inscription au tableau d'avancement. Effectivement inscrit,
Il fut rapidement nommé vice-procureur au tribunal de grande instance de Montauban en juin 2002. S'il avait suivi mon conseil insistant et sollicité un poste plus éloigné, peut-être eût-il échappé à la hargne persistante de ses ennemis. Quoi qu'il en soit, il se retrouvera en 2003 au cœur de la tourmente et sera, au sein de la magistrature, la première et principale cible des dénonciations mensongères des uns, des procédures biaisées des autres et des attaques virulentes du quotidien régional La Dépêche du Midi, comme de toute une partie des médias. J'ai considéré alors qu'il était de mon devoir de le défendre contre les nouvelles calomnies répandues sur son compte, en l'absence de tout élément de preuve et sachant qu'il s'était fait des ennemis dans l'exercice de ses fonctions. Mon scepticisme affiché a manifestement déplu à certains, me valant à mon tour suspicion et inimitié. Mais je ne regrette pas mon attitude, la suite des événements ayant largement démontré la fausseté des allégations de ses accusateurs. Chapitre 3. Une banale affaire d'abus de biens sociaux. Le délit d'abus de biens sociaux existe en droit pénal français depuis une trentaine d'années. C'est une forme astucieuse de l'escroquerie, par laquelle un dirigeant de société détourne à son profit tout ou partie des biens de cette société, au détriment principalement des actionnaires, mais aussi indirectement des créanciers et des fournisseurs. Courant mai 1996, une lettre anonyme avait été adressée en même temps au procureur de la République de Toulouse et au service régional de police judiciaire de cette ville. S'y trouvait jointe la copie d'une lettre destinée au procureur de la République de Montauban, rédigée par un certain Gérald Voiturier. Celui-ci, ancien chef d'agence à Toulouse de la société GSF Atlantis, prestataire de nettoyage industriel, y dénonçait certaines pratiques frauduleuses entre cette société et l'un de ses gros clients, le groupe de la Dépêche du Midi. Les dirigeants de ce dernier et des membres de leur famille auraient fait supporter les salaires et charges de leurs employés de maison par les sociétés de ce groupe. Lui-même aurait été licencié pour avoir refusé de pérenniser un tel système. L'original de cette lettre n'était jamais parvenu au parquet de Montauban, dans le ressort duquel résidait alors M. Jean-Michel Bellet, ancien ministre, maire de Valence d'Agen, président du Conseil général du Tarn-et-Garonne, sénateur, président du Parti radical de gauche, directeur général du groupe La Dépêche du Midi et depuis 1993 PDG des deux principales sociétés de ce groupe, la SACO MIAG et la SA, La Dépêche du Midi. J'étais alerté immédiatement par le procureur Francis Fréched, compte tenu de l'importance des personnes mises en cause. La famille Bellet est en effet l'une des plus en vue de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées. À la tête d'une grande fortune, principal actionnaire d'un groupe de presse qui dispose d'un quasi-monopole sur la grande région, elle a exercé ou exerce encore de nombreux mandats politiques à tous les niveaux. En ville, on disait d'elle qu'elle avait le pouvoir, l'argent et la presse et se sentait donc intouchable. J'avais déjà rencontré le président Jean-Michel Bellet, accompagné de sa mère Evelyne Bellet, lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments de la foire exposition d'Agen au début des années 1990. Il était alors ministre délégué au tourisme, placé auprès du ministre du Commerce et de l'Artisanat et à ce titre présidait la cérémonie officielle. J'étais moi-même procureur général près la cour d'appel d'Agen et invité et qualité. Il m'avait fait une médiocre impression. Lourd, crâne dégarni, visage taillé à la serpe, chemise et cravate voyante, engoncé dans un costume anthracite, visiblement satisfait de lui, il officiait sous l'œil vigilant de sa mère. Par la suite, je l'avais revu aux audiences solennelles de rentrée du tribunal de grande instance de Montauban, dans son fief du Tarn-et-Garonne. Nous n'avions échangé à ces occasions que quelques mots polis. La lettre de dénonciation était signée et contenait des informations précises et vérifiables. Elle était donc exploitable, et il ne pouvait être question dans ces conditions de l'ignorer. Nous décidâmes donc d'un commun accord d'avancer prudemment, en chargeant le service régional de police judiciaire d'une enquête préliminaire, sous la direction et le contrôle du substitut Marc Bourraguet, spécialiste des affaires financières, afin de vérifier point par point le contenu de ces lettres. Les investigations, menées dans la plus grande discrétion, mais avec célérité, permettaient d'entendre le sieur Voiturier et les divers salariés de la SAGSF. Ayant travaillé au domicile privé des membres de la famille Bellet. Non seulement ces auditions confirmaient le contenu de la lettre de M. Voiturier,
mais en outre elle faisait apparaître l'existence d'un mécanisme de compensation qui permettait aux dirigeants de la SACO-MIAG, puis de la Dépêche du Midi, de payer divers fournisseurs privés par des publicités gratuites ou à coût réduit dans les journaux du groupe. En septembre 1996, après examen de la procédure du SRPJ, et ayant reçu le feu vert du procureur et de moi-même, Marc Bourraguet ouvrait une information judiciaire pour abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, faux et usage de faux. L'instruction était confiée par le président du tribunal au juge Henri Cabrol, qui devait par la suite, pour cause de mutation, être remplacé par le juge Laurent Gnon. À la fin de l'année, la brigade financière du SRPJ procédait à une série de perquisitions dans les locaux de la Dépêche du Midi, les hôtels particuliers et les résidences secondaires des membres de la famille. Un simple entrefilet en rendait compte avec indignation dans le quotidien régional, particulièrement discret en cette occasion. L'information judiciaire devait mettre en évidence l'ampleur des détournements commis depuis des dizaines d'années par Madame Evelyne Bellet, la mère, Monsieur Jean-Michel Bellet, le fils et successeur, à leur profit et à celui des deux sœurs et de l'épouse de ce dernier. Le contrat de base entre GSF et la COMIAG avait été établi en janvier 1980, sous la présidence d'Evelyne Bellet, puis complété par divers contrats et avenants, le dernier ayant été signé par Jean-Michel Bellet en décembre 1993. Tous concernaient des prestations à fournir dans les locaux du groupe de presse, et donnaient lieu à des facturations à la COMIAG. Cependant, une dizaine des salariés de GSF concernés par ces contrats travaillaient en réalité au domicile privé de la famille dirigeante, comme femmes de ménage, cuisinières, repasseuses, gardes d'enfants, jardiniers et mécaniciens chargés de l'entretien et de la restauration des voitures de collection de Jean-Michel. Le nombre des salariés ainsi employés au service privé de la famille Bellet a dépassé 10 pour s'élever à 13 en 1992 à 1993. Contrats et avenants comportaient de fausses indications concernant les travaux confiés aux employés de maison de la famille et le lieu d'exécution de ceux-ci. Il en était de même des factures envoyées à la COMIAG. Selon le directeur général de GSF Atlantis, le montant total des salaires ainsi imputés irrégulièrement à la COMIAG s'élevait à 2 700 000 francs. Mais avec les charges sociales, les frais de gestion et la marge de GSF Atlantis, ce total montait à 6 300 000 francs, effectivement facturés. Par ailleurs, le système de compensation avec des contrats de publicité a permis aux membres de la famille et à leur personnel de maison de bénéficier sans bourse déliée de nombreux voyages en avion, notamment vers la Grèce où les Bellet possèdent une villa, ainsi que de divers produits de luxe. Madame Evelyne Bellet reconnaissait avoir mis en place ces procédés, tout en assurant avoir ignoré leur caractère illégal et pénalement sanctionné. Elle prétendait mettre hors de cause ses enfants, disant qu'il s'agissait de cadeaux qu'elle leur faisait et qu'ils ignoraient selon quels moyens ceux-ci étaient payés. Ces derniers soutenaient de leur côté avoir accepté ces cadeaux en toute bonne foi, considérant que la fortune de leur mère lui permettait de faire de telles libéralités. Le juge d'instruction Gnon, par une surprenante ordonnance du 11 février 1999, ne suivait pas les réquisitions du substitut Bourraguet et ne renvoyait devant le tribunal correctionnel que la seule Madame Evelyne Bellet, faisant profiter les autres membres de la famille d'un non-lieu général. Il avait donc adopté le système de défense. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.